m'appelle Guy Lessard. Je suis directeur en aménagement durable des forêts et en sylviculture. Ce que ça veut dire, c'est l'aménagement durable des forêts, c'est dans le fond toute la question de la planification, de comment on va traiter les forêts, qu'est-ce qu'on veut produire dedans, des différentes ressources, puis de façon durable. Puis la sylviculture, c'est vraiment la partie, comme l'agriculture, c'est la culture, mais de la forêt, comment on va produire les choses qu'on désire. Monsieur Lessard, on a un beau voyage aujourd'hui à faire avec vous. On va aller sur le terrain, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne à l'émission précédente qu'on a fait, la visite du Cerfo. On avait présenté une carte avec votre collègue de plusieurs aménagements 25 ans. Alors, on va se référer à cette carte-là un petit peu pour cette émission-ci. Là. Oui, absolument. La façon j'ai pensé qu'on pourrait regarder ça, c'est que le Cerfo, Donald vous a expliqué comment les problèmes qu'on pouvait avoir. Vous avez pas, sur quelles choses on était parti au début. Mais là, on va carrément avoir un concret qui était à Duchesnay, une forêt qui était très dégradée, envahie par le hêtre, etc. Et puis, comment on a fait pour ramener du bouleau jaune, puis de différentes manières aussi qu'on peut traiter ça. Le résultat est assez spectaculaire. La beauté de vieillir dans ce domaine-là, c'est que le projet a été installé en 1981, même avant le Cerfo, qui est parti en 84. Et puis, on regarde ça maintenant, 37 ans plus tard. Nous autres, on a pris le relais des professeurs du cégep, puis on a continué à travailler dedans. Puis ça donne une forêt qui est absolument, vous allez voir, très, très pleine de potentiel et très intéressante. Ça fait vraiment la différence. Okay. Donc, il fallait que ça soit bien parti, par exemple. Là. Vous avez eu des prédécesseurs qui ont fait quand même un travail de départ. Mais c'était quoi le défi par la suite? C'est vraiment de maintenir ça? Oui, on parle un peu comme avec un enfant. On le met au monde, mais après ça, si on le laisse aller à partir de 5 ans et on a des problèmes, mais après ça, il faut carrément continuer à l'accompagner. Mais c'est ça qu'on fait avec une forêt. Okay. On cultive, puis vous pouvez faire le parallèle avec votre jardin aussi. Vous avez planté vos carottes, mais il y a plein de mauvaises herbes qui arrivent. Si vous laissez tous les ans les mauvaises herbes envahir, les carottes, ils vont moins bien pousser ou ils vont carrément mourir. Okay. Alors, c'est ça qu'on a comme travail à faire, nous autres, d'accompagner la production de bois. Parfait. Bon, on est bien intéressés. On va aller faire un petit tour, justement. Il fait très beau aujourd'hui. Oui. On s'en va faire un petit tour en forêt. Merci, oui, à Duchesnay. Parfait. Alors, on est maintenant en forêt. Monsieur Lessard nous amène dans la brousse, c'est le cas de dire, parce que même la pancarte, on a eu de la misère à la retracer. Oui, c'est ça. Donc, on est dans un vieux dispositif. Je vous fais un petit mini historique. Ouais. Dans les forêts, les érablières à hêtre et bouleau jaune, comme on a dans la région de Portneuf, puis la région de Québec, on se trouve souvent, on retrouvait plusieurs manières de les traiter, mais en réalité, il y en avait comme deux. Okay. On disait, quand la forêt était très dégradée, on faisait des coupes par bande. Les coupes par bande, c'est des coupes à blanc, mais qui avaient peut-être environ 60 mètres de large et pouvaient être très longues. Okay. Puis les autres coupes, c'était ce qu'on appelait des coupes à diamètre limite. On rentrait en forêt, on allait chercher les gros arbres qui étaient prêts, puis on laissait tout le reste. Okay. Des fois en anglais, ils appellent ça selective cutting ou high grading. Donc, c'est vraiment des coupes d'écrémage que ça pouvait souvent donner. Alors ici, on est dans un cas de coupe à blanc par bande. On voit ici, ce qui est en blanc, c'est vraiment, là, il y a eu la coupe en 1981. Donc ici, on voit justement des coupes par bande. Ce qui est en blanc, c'est les coupes à blanc par bande qui ont été faites en 1981 et puis dans lesquelles le Cerfo a fait des travaux d'éducation par la suite. Et puis ça, c'est la bande résiduelle dans laquelle on a voulu installer la régénération, mais sous couvert, parce qu'on appelle une coupe progressive. Okay. En anglais, ils appellent ça une shelter wood, donc shelter, un abri. C'est une coupe qui fait un abri à la régénération qu'on installe en dessous. Okay. Donc on va aller voir ça, mais surtout, on va se rendre là en premier. Notre parcours, on va se rendre ici, on va aller voir le témoin, de quoi ça pouvait avoir l'air, donc des années 60-80. Et puis ensuite, on va aller voir la bande ici, la coupe par bande, qui date déjà de 37 ans. Et puis après ça, on va y voir les coupes progressives qui sont un peu plus récentes avant de ressortir où on est. Okay. Dans le fond, le but, c'est vraiment de voir la différence entre les trois, puis voir s'il y a eu de l'intervention ou quand il n'y en a pas. Là. Oui, puis les choses qui ont l'air à fonctionner. Puis on dit souvent, en 1850, il y a un monsieur Parade qui a inventé beaucoup la sylviculture en France, qui disait le rôle du sylviculteur, c'est d'imiter la nature puis de hâter son œuvre. Fait qu'il faut regarder, voir les affaires qui marchent, puis les affaires qui marchent, on essaie de les reproduire.
Avant d'y aller, vous me parliez tantôt d'une Madame Robitaille qui était très importante. J'aimerais ça qu'on glisse un mot parce qu'effectivement, elle a une belle histoire. Oui, alors, ma Lise Robitaille, qui était une chercheure extraordinaire, très, 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 très motivée, elle pouvait déplacer des montagnes, a réussi à aller chercher des budgets pour des sujets qui étaient à l'époque pas très à la mode, dont l'aménagement des forêts feuillues. Alors que tout le monde pensait plantation résineuse, etc., mais dans le feuillu, c'était nouveau. Alors, Lise, justement, dans les jeunes peuplements, elle a développé des méthodes pour traiter ces forêts-là, faire ce qu'on appelle des puits de lumière autour d'arbres d'avenir qu'on décide de choisir pour les amener à maturité. Fait que donc, ces arbres-là, elle les sélectionnait peut-être à tous les 5 mètres, et puis elle a testé différents rayons de dégagement, puis puis elle a même essayé de la fertilisation. Et toutes les normes du ministère par la suite pour traiter les forêts ont été basées sur ces travaux. Okay. Malheureusement, elle est décédée à 40 ans de façon assez marquée, assez difficile. Mais c'était quelqu'un dans le milieu forestier en recherche, on a beaucoup admiré. Qui était marquante, effectivement. Alors, on se dirige justement sur votre parterre et on va aller voir ça tout de suite. Merci. Après une légère marche dans le bois, M. Lessard, on vient au début vraiment du travail comme tel. Oui. Alors ici, en arrière de nous, c'est quoi qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est très intéressant parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était une coupe à blanc par bande. Alors, c'est une bande d'à peu près 60 mètres de large. Puis, dans ce cas-là, on récoltait les arbres par arbre entier, qu'on appelle. Fait qu'on coupait l'arbre, puis on le traînait. Ça a presque 1 km de long ici. Cette bande-là a 1 km de long. Et puis, donc, on traînait les arbres, puis ça venait tout brun. Ça venait comme un labour sur à peu près 60 mètres de large. Sauf que ça crée des conditions intéressantes pour que des espèces comme le bouleau jaune, puis aussi l'érable à sucre, le cerisier, qui puissent s'installer. Le problème, comme j'en ai déjà parlé, c'est que finalement, un peuplement comme ça, il ne faut pas le laisser aller. La question qui se pose quand on a un peuplement comme ça, c'est est-ce qu'on doit le traiter? Puis la réponse est oui, c'est qu'il faut s'occuper de le dorloter, de l'accompagner pour qu'il évolue comme il faut. Alors, on peut voir ici en arrière de moi 2 choses. La première, ça, c'est un bouleau jaune. Bouleau jaune, espèce très intéressante parce qu'on peut faire du déroulage avec ça. C'est une espèce qui a plus grande valeur. Ça peut valoir jusqu'à 300 $ un arbre comme ça, facilement, plusieurs centaines de dollars par bille, souvent, pour plusieurs billes de haut. Fait que c'est un arbre très intéressant. Le problème avec cet arbre-là, c'est quoi? La fourche. Il a fait une fourche. Fait que on n'est pas capable d'avoir une bille en bas, puis en bas avoir 2 billes, mais deux petites billes. Fait que ça, c'est un exemple d'arbre pas traité qui est intéressant. Ça donne la diversité dans la forêt, mais ça donne, au niveau de production de bois, c'est pas intéressant. Et là, les gens à la maison se posent la question, qu'est-ce que vous voulez dire par traité? Comment on peut empêcher ça? Oui, c'est ça. Donc, dans l'autre cas, la bande traitée, on voit à ce moment-là comment accompagner ce peuplement-là. Et quand tu as les différentes méthodes qui existent, on les a vues dans la bande qui permet d'accompagner finalement cette croissance-là pour éviter d'avoir ou des branches qui sont jusqu'au sol ou d'avoir tout à coup des fourches qui enlèvent complètement la valeur à l'arbre. Parce qu'un arbre de qualité, c'est un arbre qui a un tronc droit, long, sans branches, donc il ne fait pas de nœud, puis il n'y a pas de faiblesse dans le tronc. Fait que c'est ça qu'on va rechercher, puis il y a une façon de cultiver pour avoir ces arbres-là. Fait que la foresterie, on se concentre beaucoup sur la récolte, mais c'est encore plus important de se concentrer sur la production de bois. Puis une coupe à blanc par bande peut donner des résultats extraordinaires, mais il ne faut pas la laisser aller. Souvent, on les laisse aller, puis ça donne des résultats ordinaires. Là, justement, on a plusieurs sortes d'essences. Il y en a du bouleau jaune, mais il y a toutes sortes d'arbres, parce qu'on a laissé aller, bien sûr, ce peuplement-là. Mais est-ce que c'est conseillé de laisser ça avec plein d'essences différentes ou y aller vraiment qu'une seule essence? La question est excellente. En fait, ce qu'il faut faire souvent, tout dépend de l'objectif de production sur le territoire. Si on a un objectif de production qui est une production d'une forêt variée, pas nécessairement de qualité de bois, là, on peut se permettre d'avoir 10-15 essences si on veut. Mais si on veut avoir une production de bois de qualité sur une portion du territoire, bien à ce moment-là, on essaie d'avoir des espèces qui ont des comportements semblables ou qui se ressemblent. Et si on voit, il y a un cerisier, l'arbre qui est plus noir ici, juste à côté, là. Cet arbre-là, ce cerisier-là, lui, c'est un arbre qui ne pousse pas, qui
qui vient à maturité peut-être au bout d'une quarantaine d'années. Donc, il est sur le bord d'être mature. OK. Mais cet arbre-là, si on est capable de faire des sciages dedans, c'est un bois qui est rougeâtre, qui est très, très, très intéressant. Fait qu'effectivement, il peut accompagner le bouleau jaune puis donner quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, il y a une courbe dedans. C'est peut-être pas intéressant. C'est sûr qu'on perd tout de suite la bille de quelques centimètres, peut-être un mètre au sol. Après ça, on peut peut-être faire quelque chose avec à l'intérieur. Mais dans ce cas-là, lui, il accompagne, puis ça peut être une espèce qui peut venir avec le bouleau jaune. OK. Est-ce qu'il y a des espèces qui nuisent à d'autres? Oui. Dans le cadre du témoin, on voit justement comment le hêtre peut être envahissant. Puis les espèces sont très sensibles à la quantité de lumière. Puis on peut faire facilement un gradient de besoin de lumière en fonction de l'espèce. OK. Puis selon la quantité de lumière, on va avoir le mélange qu'on va créer. On va avoir des espèces différentes qu'on va voir tout à l'heure. Parfait, on s'en va justement un petit peu plus loin. Alors justement, M. Lessard, on continue avec un autre exemple de peut-être qui aurait mérité un petit peu plus d'amour. Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que le bouleau jaune semble avoir, sans faire d'anthropomorphisme, semble avoir développé une forme de stratégie là, de survie. Ce qui fait que si on voit très bien que l'arbre a fait tout de suite en partant, il a fait 2 tiges, puis après ça, il s'est mis un peu plus haut à faire des branchaisons, à diviser ses cimes. Puis de plus en plus, ce qui fait qu'il a tassé finalement probablement tout ce qu'il y avait autour. Puis c'est comme ça qu'il réussit à se maintenir. Puis évidemment, c'est tout ce qu'on ne veut pas pour produire du bois de qualité. Par contre, pour lui, c'est sa façon naturelle de s'installer, de survivre. Fait que il y a ou cette propension-là à se diviser, ou carrément, on va le voir un peu plus loin, il y a aussi une propension à plutôt pousser de façon grégaire, donc à être en groupe, qui fait que cet îlot-là va monter. Alors, c'est les 2 stratégies, mais dans les 2 cas, on ne sait pas nécessairement ce qu'on va vouloir avoir, mais il y a quelque chose quand même dans le grégaire qu'on va retenir, vous allez voir tout à l'heure. OK. Puis, il faut mentionner, encore une fois, c'est le même problème pour les forestiers. C'est difficile de prendre des billes là-dedans. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, là, ici, M. Lessard, on est dans une forêt, justement, qui a un petit problème. Plusieurs problèmes. Oui, en fait, ce qui est bien intéressant là-dessus, c'est que c'est ce qu'on appelle un témoin. Donc, ça n'a pas été coupé depuis... donc, ça n'a pas été coupé en 81, au moment des coupes par bande. Mm-hmm. C'est dans la bande résiduelle. Puis, dans notre dispositif, on l'a conservé, on n'y a pas touché. Alors, l'état original, il faut juste imaginer les arbres étaient peut-être un peu plus petits. Il y en a qui sont morts aussi. Mais essentiellement, ce qu'on voit autour de nous autres, ce sont des hêtres qu'on va voir ici, des gros arbres. Et puis, un peu plus loin, on va avoir des fois un bouleau jaune, un érable à sucre, de façon assez éparse. Puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous les petits arbres qu'on voit partout, ce sont tous exclusivement du hêtre. Et si on regarde au sol, c'est encore du hêtre. On voit du hêtre un peu partout qui repousse. Donc, pas d'érable à sucre dans une érablière, pas de bouleau jaune, pas de cerisier, que du hêtre qui revient en hêtre. Donc, on a un problème là parce que notre hêtre au Québec, il y a 2 problèmes. La première chose, il n'est pas très beau. Souvent, on en fait du bois de chauffage, on fait du bon bois de chauffage, mais on ne peut pas faire de sciage avec. Et en plus, depuis peut-être 7-8 ans, on est envahi par la maladie corticale qui fait que tous les hêtres debout, sans exception, sont attaqués et meurent à l'intérieur d'une période de 5 ans. Alors, ceux qu'on voit autour de nous autres, ils ont déjà commencé à perdre leur tête, puis on voit les champignons, on voit toutes les choses qui sont installées, puis on va les perdre rapidement. Mais ce qui est un peu aussi dommage, c'est que ces arbres-là vont stimuler un retour du hêtre aussi en régénération. Donc, on reste dans un cercle vicieux de hêtre en production d'hêtre. Fait qu'il faut casser le rythme. Là. Et pour cette maladie-là, il n'y a pas de remède? Ou... Il n'y a pas de remède. C'est c'est une cochenille, un petit insecte qui s'en vient au début, qui fait des trous dans l'arbre, puis qui amène dans l'arbre le champignon, puis l'arbre, finalement, meurt au bout de très rapidement. Okay. Le hêtre, sa fonction est très importante dans l'écosystème forestier parce que il produit des petites graines, des faines qu'on appelle, des petites noix, puis ces faines-là servent de nourriture, de protéines pour les ours. Okay. Donc, il est très, très important dans l'équilibre. Fait qu'il faut en avoir du hêtre. Mais le problème, c'est quand on a juste du hêtre, à ce moment-là, il n'y a pas d'intérêt beaucoup à cultiver la forêt pour la production de bois. OK. Puis là, on va le voir un petit peu plus loin. Vous avez une espèce de petit chemin qui servait justement pour descendre le bois. Lui, il commence à repartir avec de l'érable. Oui, en fait, c'est le principe de la sylviculture, de dire on va regarder ce qui se passe dans la nature, des endroits où il y aurait des possibilités de remettre. Puis on va essayer d'imiter ça.
Alors, on va aller justement voir 2 cas. Le chemin, finalement, ou le débardage qui a passé au travers des témoins. Qu'est-ce qu'il a fait dans une condition où il y a de la lumière qui se rend jusqu'au sol? Puis qu'est-ce qu'il a fait dans des conditions où il n'y a pas de lumière qui se rend jusqu'au sol? Puis vous allez avoir une surprise. Parfait. Alors ici, on est dans un des chemins justement de bois. Alors, on a un phénomène très intéressant que vous avez constaté. Absolument. C'est ce qui était... Donc, au départ, on avait donc nos témoins. On avait des sentiers de débardage qui brassaient le sol, qui brassaient vraiment le sol de façon très localisée, sur à peu près 5 mètres de long, mais 5 mètres de large, mais sur 1 kilomètre de long. Et puis tout à coup, on s'est aperçu que quand il y avait beaucoup de lumière qui passait au sol, où le chemin était 5 mètres, oui, mais que l'ouverture de la canopée était plus grande, automatiquement, la graine de bouleau jaune s'installait, mais elle pouvait profiter. Et aussi, on ne le voit pas nécessairement ici, mais à certains endroits, même de nos jours, le bouleau jaune s'est installé, puis est rendu peut-être à 3 mètres de haut. Donc, on s'est dit, là, dans la forêt, sol pas brassé, du hêtre qui revient. Sol brassé, ouverture de lumière, j'ai ma recette pour ramener du bouleau jaune. Puis c'est ça c'était la base de tous nos dispositifs, dont celui du Chêné, qui a inspiré beaucoup de travaux dans la baie des Chalages côté Miscamingue par la suite. Est-ce que ça veut dire que le bouleau jaune a vraiment besoin de beaucoup de soleil? Beaucoup de soleil, puis ce brassage de sol. OK. Oui. Puis aussi, il faut le mentionner, vous voyez autour, quand il n'y a pas de soleil, vous voyez les êtres sont là. Oui, c'est en fait quand il n'y a pas de brassage, le hêtre est là. On va aller voir un petit peu plus loin le cas où le brassage de sol s'est fait, mais il n'y a pas eu d'ouverture. Alors là, c'est l'érable à sucre qui est favorisé, contrairement au hêtre. Effectivement. OK. Alors, on est remonté un petit peu plus haut. C'est couvert en haut. Et vous voyez, on a de l'érable à sucre. Exactement. C'est assez particulier. On voit déjà le tapis d'érable à sucre un peu partout s'installer. Et chose importante à dire, c'est que non seulement, oui, on s'est fermé en dessous, mais on est dans le sentier de débardage où le sol a été brassé. Juste un peu plus loin, aussitôt qu'on quitte le sentier, on retombe dans le hêtre pur. Et puis, de chaque côté du chantier, de hêtre pur, plus d'érable à sucre et plus de bouleau jaune, évidemment. Donc, si quelqu'un se dit, moi, je veux ramener de l'érable à sucre, bien, on a comme un début de recette ici. On va dire, probablement pas trop ouvert, puis brasser le sol, ça va être important. La question que je n'ai pas dite tantôt aussi, c'est que dans la partie qui est fermée, pourquoi il y a aussi beaucoup de hêtre et il n'y a pas d'érable à sucre qui repart au travers? On a eu des épisodes de pluie acide très importants qui ont fait que nos sols sont très acidifiés, puis restent acidifiés. Okay. Donc, s'il n'y a pas ce brassage-là de sol qui se fait pour minéraliser les éléments nutritifs, puis ça améliore le pH, à ce moment-là, on demeure dans un problème de sol acide. Okay. J'ai le goût de vous poser la question. Ici, là, on a parlé beaucoup de 3 espèces d'arbres, mais est-ce qu'il y a d'autres espèces qui peuvent ressortir du lot? Bien, il va en avoir juste un de temps à autre. C'est vraiment les 3 espèces majeures qui dominent? Oui, des espèces longévives, oui. Au travers de ça, il peut y avoir un pin blanc de temps en temps, il peut y avoir une épinette, il va y avoir des espèces de lumière aussi, des espèces comme les cerisiers, comme les bouleaux blancs, les saules. Donc, c'est des espèces qui sont moins longévives qui peuvent s'installer. Mais pas en groupe. Mais c'est pas une forêt qui est très diversifiée. Okay. Contrairement à l'Outaouais, on peut avoir facilement une vingtaine d'espèces. OK, parfait. Donc, on s'en va à quel endroit? Là, on s'en va voir justement ce qui a inspiré, nous autres, la recette par la suite des courbes progressives. Mais au départ, ce qu'un premier chercheur dans les années 81 a décidé de faire pour produire du bouleau jaune, pour régler le problème, finalement, et produire du bouleau jaune de façon intensive, de très haute qualité, pas cher. Parfait, on se dirige là. Notre forêt est une ressource importante au Québec. Et aujourd'hui, on va aller voir si les Québécois la connaissent vraiment. C'est de la responsabilité de qui, ça, de gérer les forêts? Le gouvernement. De tout le monde.
C'est un peu à tout le monde de faire attention, je crois. Ce serait au gouvernement, en fait, de mieux protéger son territoire pour empêcher justement qu'il y ait beaucoup d'entreprises privées qui viennent couper de façon irresponsable. La gestion des forêts au Québec, elle relève de l'État, du ministère. Comme entrepreneur forestier, notre rôle, nous, c'est de mettre en application les ententes d'harmonisation qui sont en vigueur avec les autres intervenants du milieu pour que tout le monde y trouve son compte. Peut-on aménager la forêt en cohabitation avec les activités récréatives en forêt? Oui, je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts vers ça. Il doit y avoir une façon de gérer notre forêt pour que tout le monde puisse en profiter. Je pense qu'il doit y avoir, le niveau économique de nos forêts ne doit pas être sous-estimé, mais en même temps, c'est tellement des beaux attraits touristiques qu'on a aussi au Québec qu'on doit s'en servir des deux façons. Je pense que c'est faisable. J'imagine que oui. J'imagine que tu pourrais réserver une section de ce que tu aménages à ce que tu coupes et une autre section à des sentiers, des grands espaces. Bien sûr qu'on peut aménager la forêt en considérant les activités récréatives. En fait, c'est mon travail de faire ça. On écoute le citoyen, on écoute les gens qui utilisent la forêt. Ça peut être des quads, des chasseurs, des trappeurs, peu importe. On écoute leurs préoccupations. Puis en arrière de ces préoccupations-là, il y a un besoin fondamental d'utiliser le territoire. Fait que ce que je cherche à faire, c'est d'arriver à le comprendre à ce point pour l'inclure dans nos activités forestières. Les pratiques du secteur forestier ont beaucoup évolué afin de s'assurer que la forêt d'ici demeure un lieu de travail durable, mais surtout un milieu de vie agréable pour tous. Grâce aux efforts du secteur forestier, tous les Québécois ont aujourd'hui accès à une forêt de possibilités. Là où certains ne voient que des arbres, nous voyons plutôt une forêt de possibilités. Dans cette forêt où l'innovation côtoie la tradition, où l'environnement façonne notre vision de demain, se trouvent des ressources durables qui foisonnent, ainsi que des hommes et des femmes qui font pousser l'avenir. Le secteur forestier du Québec lance une première campagne de communication. Un déploiement sur 3 ans, en débutant par une campagne publicitaire évolutive et rassembleuse, tout en ayant une approche proactive et positive. Cet automne, la phase 2 de la campagne est lancée. Une campagne multiplateforme. Avec une présence active sur plusieurs points de contact simultanément, elle crée un mouvement en faveur du secteur forestier. Un déploiement à la télévision et sur le web de 2 messages où la forêt s'invite dans le quotidien des gens. La campagne sera également supportée par une destination web centrée sur l'éducation. Une conversation où on invite la population à poser leurs questions, avec une section dédiée aux partenaires du secteur forestier du Québec, une présence sur les médias sociaux et des capsules vidéo Vox Pop qui ont été créées pour prendre le pouls de la population à propos de la forêt du Québec. Joignez le mouvement dès aujourd'hui et offrons à tout le Québec une forêt de possibilités. Notre forêt est une ressource importante au Québec. Et aujourd'hui, on va aller voir si les Québécois la connaissent vraiment. Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi l'état de la forêt québécoise? On n'est peut-être pas les pires, mais je sais qu'il y a quelques problèmes qui se passent. Beaucoup de coupes à blanc, moins de préoccupations pour planter les nouveaux arbres et tout ça. Comment elle va, la forêt québécoise? Je pense qu'elle est en santé. On a encore des efforts à faire pour la protéger, mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je crois qu'elle est mieux gérée maintenant qu'il y a 30 ans. Pour parcourir la forêt à tous les jours dans le cadre de mon travail, la forêt est présente, est abondante, est en santé. Et puis, il suffit d'être créatif et puis de trouver des nouvelles méthodes pour continuer à l'aménager pour que nos enfants puissent en profiter. Selon vous, c'est quoi la superficie de la forêt au Québec? Aucune idée. 40 35. 50%, donc la moitié du territoire est couvert par la forêt. C'est plus que beaucoup de pays, surtout en Europe, par exemple. Donc, on essaie vraiment d'aménager la forêt d'une façon la plus naturelle possible. Aujourd'hui, on fait un usage varié et surtout durable des ressources forestières, ce qui fait en sorte que tout le monde peut profiter d'une forêt de possibilités.